Et on accueille Lison Ramblière qui est à l'Observatoire du SAMU social de Paris et qui est responsable d'études et de recherche et qui va nous parler des enjeux de logement et de santé mentale des enfants. Oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Lison Ramblière, je suis responsable d'études et de recherche en épidémiologie à l'Observatoire du SAMU social de Paris. Donc, je vais d'abord vous présenter brièvement l'Observatoire du SAMU social de Paris. Donc, le SAMU social de Paris, c'est une grosse structure qui gère plusieurs choses, notamment les équipes mobiles, les maraudes de rue, les hébergements d'urgence et qui a d'autres actions, comme par exemple de l'accompagnement à l'éducation thérapeutique du patient dans le cadre de la tuberculose. Donc, je ne vous citerai pas toutes les missions, mais ça fait partie de ces missions. Et notamment, il y a une unité qui est l'Observatoire du SAMU social de Paris, dans lequel je fais partie, et qui a pour mission principale d'identifier et d'analyser les problématiques des personnes en situation de grande précarité en Île-de-France. Donc c'est une équipe qui est pluridisciplinaire, avec différentes spécialités, notamment des sociologues, des démographes et des épidémiologistes. Et on travaille sur plusieurs projets, donc notamment dans le domaine de la santé. J'ai pu travailler sur le parcours de vaccination des personnes en situation de grande précarité près des camps de crackers dans le nord de Paris, ou encore sur la santé mentale, les états dépressifs majeurs des étudiants se rendant en distribution alimentaire. Et actuellement, on a des projets assez variés, comme par exemple l'évaluation d'ordonnances imagées pour améliorer la compréhension des personnes qui ont des difficultés de langage ou qui ne parlent pas forcément le français, ou encore le lien entre l'errance résidentielle et les indicateurs de santé mentale et physique chez les femmes enceintes en situation de grande précarité. Donc aujourd'hui, je vais plus précisément vous parler de la santé mentale et de son lien avec le logement. La santé mentale, c'est une composante essentielle de la santé, comme le définit l'OMS dans sa constitution, en disant que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou une infirmité. Donc on voit que la santé mentale fait partie même de la santé, bien que parfois on ait tendance à l'oublier. Et cette santé mentale, elle peut être appréhendée selon 3 dimensions. Tout d'abord, le niveau global de santé mentale, c'est-à-dire comment je me sens, mon bien-être, mon mal-être. Le fonctionnement personnel et social des individus, c'est-à-dire comment j'agis, quelle est ma participation sociale, mon autonomie, mes capacités. Et enfin, les troubles de santé mentale, c'est-à-dire quels sont mes symptômes. Chez l'enfant, ces troubles ils peuvent se manifester selon plusieurs manières, par l'anxiété, le retrait relationnel, les troubles du comportement, comme par exemple l'hyperactivité ou l'inattention, les troubles de l'alimentation avec de l'anorexie ou encore de l'alimentation centrée sur certains aliments, et enfin les troubles du sommeil. L'enfance, c'est une période qui est particulièrement sensible puisqu'elle aura un impact sur tout au long de la vie de la personne, et c'est là où les déterminants biologiques, environnementaux et les expériences de vie vont poser les bases psychologiques pour tout le reste de la vie de l'individu. À l'heure actuelle, en France, il y a très peu de données épidémiologiques en population chez les enfants. C'est pour ça que Santé publique France a lancé en 2022 une étude qui s'appelle ENABI et qui a pour objectif de produire des indicateurs de bien-être et des difficultés émotionnelles des enfants de 3 à 11 ans. Les résultats sont à venir fin 2023 et ils comptent 3 dimensions. Donc une évaluation auprès des enfants directement, une évaluation auprès des enseignants, puisque cette évaluation est faite dans le cadre scolaire, et enfin une évaluation auprès des parents. À l'heure actuelle, on a à disposition des données de modélisation, donc c'est celles qui sont présentées ici, qui datent de 2019, et qui estiment qu'il y aurait 2% des enfants de moins de 5 ans qui présenteraient des troubles de santé mentale, 12% des enfants de 5 à 9 ans et 20% des enfants de 10 ans et plus. On comptait en 2018 49 000 enfants hospitalisés en psychiatrie, soit 3 enfants sur 1000. Donc on voit que c'est quand même une part importante des enfants, avec cependant un taux de dépression assez faible par rapport au reste de la population, puisqu'on compte ce taux de dépression entre 0,6% et 1,1%. Une revue systématique de la littérature publiée récemment a déterminé les facteurs de risque de dépression chez l'enfant, en population générale et dans le monde,
en mettant en évidence notamment l'exposition à la guerre, au terrorisme et au Covid-19 comme un facteur de risque, la pauvreté et ou les violences, le sans-abrisme ou encore avoir eu un parcours migratoire. Donc là, on peut voir que parmi les populations en situation d'hébergement précaire, elles peuvent combiner plusieurs de ces facteurs de risque. On voit que la santé mentale des enfants, elle a fait l'objet d'une attention croissante pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Il y a eu une augmentation des troubles pendant cette période qui a pu être mise en évidence par plusieurs études et également la mise en œuvre de procédures politiques accélérées pour la prise en charge de cette souffrance psychique, bien qu'elle reste insuffisante. Et on a pu voir pendant la crise de Covid-19 que cette augmentation des troubles a touché majoritairement, de manière disproportionnée, les personnes en situation de précarité et les minorités ethniques. Donc, tout d'abord, je vais poser quelques définitions, parce qu'on va parler de personnes sans domicile, selon la définition de l'INSEE, qui dit qu'un jour donné, la nuit précédente, la personne elle a eu recours à un service d'hébergement où elle a dormi dans un lieu non prévu pour l'habitation. Peut-être certains d'entre vous connaissent une autre typologie, qui est la typologie européenne ETHOS, qui est la typologie de référence. Donc, selon l'INSEE, ça correspond aux typologies sans-abri et sans logement. Donc, sans-abri, c'est dormir à la rue. Et sans logement, c'est avec un abri, mais provisoire, dans des institutions, par exemple des foyers d'urgence. Mais ça exclut le logement précaire, c'est-à-dire les personnes menacées d'expulsion, par exemple, les personnes qui partent de chez elles à cause de violences domestiques. Et ça exclut également les personnes en logement inadéquat, comme par exemple des logements dans des caravanes ou dans des logements indignes. Donc ici, on va parler dans la suite de cette présentation de personnes sans domicile, selon la définition de l'INSEE. En France, on voit que les enfants l'exclusion liée au logement, les enfants constituent un segment croissant et méconnu des populations sans domicile, puisqu'au 22 août 2022, il y a eu une estimation de plus de 42 000 enfants hébergés en France, et dont, en plus de cela, il y en avait 1658 qui étaient sans solution d'hébergement et donc contraints de dormir à la rue ou dans des abris de fortune. Ça, c'est issu du baromètre Enfants à la rue de l'UNICEF et de la Fédération des acteurs de la solidarité. Ici, la précarité, elle sera entendue comme l'absence d'une ou plusieurs sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et d'en jouir de leurs droits fondamentaux. Donc on voit ici que le logement, ça fait partie de l'élément central de l'environnement de l'enfant. Il détermine à la fois ses conditions matérielles, mais également il influence son quotidien, sa vie familiale et sa scolarité, ses relations. Et donc il représente vraiment le socle de sa vie. Pourquoi on voulait investiguer cette problématique? Notamment parce que, comme je vous l'ai présenté, c'est une problématique qui est croissante. Il y avait une volonté de mettre en lumière les conséquences de l'absence de domicile sur la santé mentale des enfants, spécifiquement, dans le but d'appuyer ensuite un plaidoyer pour l'accès au logement des enfants sans domicile et formuler des recommandations. Donc pour cela, on a mis en place une méthodologie qui a commencé par... Il y avait notamment un volet de consultation d'enfants directement concernés par la problématique, parce qu'au SAMU social, c'est quelque chose que l'on porte fortement, de pouvoir donner la parole directement aux personnes concernées. Donc, il y a eu une consultation de 9 enfants âgés de 9 à 14 ans, et on a parlé de mobilisation des enfants, et je vais vous présenter une petite vidéo qui explique comment on peut faire cette mobilisation des enfants dans une situation particulière, puisque c'est des enfants, donc déjà, il faut les faire participer, et en plus des enfants en situation de précarité. Bonjour, je suis Mélanie, je travaille au SAMU social de Paris et je suis chargée de mission pour le développement de la participation des personnes accueillies au sein de l'institution. La participation, c'est avant tout un droit qu'on doit défendre. Il existe plusieurs niveaux de participation. Généralement, ça commence par de l'information. Donc nous, on essaye qu'elle soit adaptée. Par de la consultation, qui peut être le deuxième niveau, et le troisième niveau qui va aller jusqu'au développement du pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagne. Le but de la participation, c'est d'influer sur l'environnement et le mode de vie des personnes. Donc dans notre cas, par exemple, ça va être d'influer sur les décisions des pouvoirs publics. Et on confond souvent la participation avec l'engagement. Par exemple, être engagé dans une action, ça va être d'aller militer en bas d'une mairie.
Tandis que participer pour la même action, ça va être de faire un rapport qui va être délivré au pouvoir public et qui va induire un changement, justement, dans l'accompagnement des personnes. Donc on peut aussi allier les deux, être engagé et aussi participer. Quand on veut mobiliser les enfants, on sensibilise d'abord les parents, sinon on n'a pas accès aux enfants. Et dans le cadre de la santé mentale, on va parler plus de bien-être général de l'enfant plutôt que de santé mentale, qui est un terme plutôt vu négativement. Pour cela, on fait parler les enfants de leurs ressentis, de leurs émotions, pour qu'ils puissent se recentrer sur leur propre perception des choses. On va instaurer un cadre de mise en confiance des enfants. Donc par exemple, on va leur proposer de sortir de la salle si un sujet est trop sensible et on impose aux parents de ne pas participer à l'atelier pour pouvoir libérer la parole des enfants. Donc voilà, vous voyez une petite illustration de l'affiche qui a été communiquée. Donc on communique plutôt sur comment ça va plutôt que de santé mentale par exemple. Ce serait bien que ça fasse. En parallèle de ces entretiens auprès des enfants, ces consultations, on a réalisé des entretiens auprès de professionnels, donc M. Bruno Falissard, Mme Mélanie Kerlock, Mme Emmanuelle Perret et M. François-Henri Guillot, qui nous ont permis d'avoir un retour de terrain de la part de ces professionnels. On a également récupéré les données de l'Ordre des médecins qui ont collaboré avec nous pour nous fournir ces données afin de pouvoir établir un état des lieux de l'offre de soins en pédopsychiatrie en France. Et on a réalisé une revue de la littérature et je vous présenterai plus spécifiquement les résultats de l'étude ENFAMS qui a été menée en 2013 par l'Observatoire du SAMU social de Paris. Donc c'est ENFAMS pour enfants et familles sans logement. Où il y avait un échantillonnage à 3 niveaux. Donc d'abord, il y a les structures d'hébergement d'urgence qui ont été sélectionnées, puis les chambres de manière aléatoire, puis les enfants. Et il y avait des entretiens en face à face qui étaient menés dans 17 langues, en binôme enquêteur-psychologue, et qui avaient comme objectif principal de pouvoir décrire l'état de santé des mères et des enfants, et notamment l'état de santé mentale. Et on considérait une famille comme un parent avec un enfant de moins de 13 ans. Donc pour les résultats de l'étude ENFAM, tout d'abord, elle a interrogé 801 familles interrogées et ça a permis d'estimer à peu près le nombre de familles sans logement en 2013. Donc vous voyez, on est 10 ans plus tard. Il y avait 10 280 familles sans logement en Île-de-France et 34 973 personnes qui vivaient dans ces familles. Et notamment, pour les 3 quarts, c'était en hôtel social. Sur ce graphique, vous pouvez voir que donc ça c'est le nombre de personnes prises en charge par Delta. Delta, c'est le service qui donne les nuitées hôtelières en Île-de-France, donc qui fait la répartition des nuitées hôtelières. Et ce graphique qui montre le nombre d'enfants pris en charge par Delta par année. Donc on peut voir en 2013, on était à 20 530, alors qu'en 2022, on est à 41 402. Donc on est sur une augmentation vraiment très importante du nombre d'enfants pris en charge dans ces hôtels sociaux et qui potentiellement parfois, c'est censé être des solutions d'urgence, mais qui restent très souvent pendant des années et des années. Donc ça ne devient plus une solution d'urgence, mais un hébergement à long terme. Si on revient maintenant sur les résultats de l'étude ENFAMS, ils ont permis de montrer qu'il y avait 94% des personnes interrogées qui étaient nées hors de France, majoritairement en Afrique subsaharienne, que dans 41% des cas, les parents partageaient leur lit avec au moins un des enfants, et non pas forcément par le fait de volonté personnelle, mais notamment par des contraintes de surpopulation du foyer. Et il y avait certaines personnes qui partageaient avec 2 ou 3 de leurs enfants leur lit. En moyenne, les personnes avaient vécu 4,3 déménagements depuis le début de leur vie sans domicile, et il y avait 49% de familles qui étaient monoparentales. Et enfin, il y avait environ 2,3 enfants par famille, avec un âge moyen de 5,4 ans. Ensuite, il a été possible d'estimer l'état de santé mentale des mères. Donc il y avait une forte prévalence de dépression caractérisée chez les mères à 28,8% et 18,9% de ces mères présentaient un état de stress post-traumatique. Les difficultés émotionnelles et comportementales chez les enfants, donc notamment l'hyperactivité, l'inattention, les troubles émotionnels et les comportements prosociaux,
ont été estimés avec un outil qui s'appelle le SDQ chez les enfants de 4 à 12 ans. Il y a 343 enfants qui ont pu être investigués. Ce test il dure environ 5 minutes. Et grâce à ce test, il a pu être estimé qu'il y avait 20,8% de ces enfants qui présentaient un niveau élevé de difficulté émotionnelle et comportementale. Pour certains de ces enfants, donc les enfants d'âge scolaire de 6 à 12 ans, il y a également un outil, le Dominique Interactive, qui a été testé. Donc ça, c'est un outil qui est disponible sur tablette. C'est un peu comme un jeu sur ordinateur, où les enfants doivent répondre par oui ou par non à différentes situations. Et ça permet de mettre en évidence les problèmes intériorisés. Ce test, il dure environ 15 minutes. Grâce à ce test, et sur 198 enfants, il y avait 25,3% qui présentaient des troubles de santé mentale. Donc, vous pouvez voir, pardon, du coup, entre parenthèses, c'est dans une étude menée en France entre 2000 et 2001. Donc, il n'y a pas de résultats plus récents. Mais donc, tout ce qui est entre parenthèses, c'est en population générale entre 2000 et 2001. Donc, on peut voir qu'il y a des troubles anxieux généralisés qui étaient plus importants, 14% contre 3% en population générale. Également les troubles anxieux de la séparation, les phobies spécifiques, les troubles de la conduite, les dépressions majeures. Et pour les troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, on était à peu près au même niveau. Et les facteurs qui ont été identifiés et associés à ce score plus élevé, c'était la situation administrative irrégulière des parents, le fait de partager son lit avec au moins un de ses enfants, avoir une hospitalisation dans les 12 derniers mois, et enfin avoir reçu des brimades à l'école. Donc là, on est plutôt sur une question de stigmatisation de la part des autres. Ce travail, il a été accepté hier, donc il sera bientôt disponible en publication dans un journal scientifique. Donc l'absence de domicile, elle va affecter la santé mentale de l'enfant, notamment parce qu'elle affecte l'ensemble de son environnement. Elle affecte son environnement familial, scolaire et toute sa scolarité, et bien sûr son environnement social et amical. Donc les enfants sans domicile, ils ont évidemment des conditions de vie matérielles dégradées et non sécurisantes, puisque l'absence de domicile prive les enfants d'un environnement protecteur et stable et prévisible, donc notamment par des nuisances, l'insalubrité, l'exiguïté, l'insécurité ou encore le manque de commodité. Ça peut entraîner certaines pathologies, on pense notamment à l'asthme qui a été mentionné juste avant dans la présentation, puisque les enfants qui sont davantage exposés aux moisissures peuvent développer, en plus de risque de développer de l'asthme. Et enfin, on peut prendre l'exemple de Julio, qui est un enfant qui a été interrogé, qui a 15 ans et qui a rapporté « Mes problèmes respiratoires, c'est une des choses qui me stresse le plus ». Donc là, on peut voir le lien entre les problématiques physiques et comment ça peut influencer l'état de santé mentale de ces enfants. Les conditions de vie, elles entravent également le développement dans l'enfant, par notamment le manque de sommeil ou le sommeil de mauvaise qualité, quand on dort tous dans la même pièce, potentiellement qu'il y a des petits-enfants où c'est difficile d'être plus au calme. Le manque d'espace également, qui est essentiel au développement, à avoir de l'intimité et également de l'autonomie. Et également l'insécurité alimentaire, puisqu'il y a plusieurs études qui ont pu montrer le lien entre insécurité alimentaire, santé physique et santé mentale. Et donc, ces trois domaines sont très corrélés. Il y a l'absence de domicile, particulièrement pour les enfants à la rue et surtout pour les mineurs non accompagnés, donc les MNA. Ils sont particulièrement exposés à des dangers, des risques de violence accrus, des risques de traite, également la prostitution est soumise à des risques d'addiction. Et l'absence de domicile, ça affecte également les relations et le fonctionnement familial, puisqu'on peut imaginer que la cohabitation dans un lieu exigu peut entraîner davantage de tensions dans le foyer, qui peuvent aller jusqu'à des violences parfois, et donc ça peut entraîner un fonctionnement familial dysfonctionnel et des comportements qui vont causer des facteurs de risque pour la santé mentale de ces enfants. Pour ces enfants, l'école, c'est un point d'ancrage et de rupture, puisque l'école, pour les enfants sans domicile, c'est une source de résilience. Elle constitue ce point d'ancrage pour un environnement stable, parce que même si parfois ils changent de logement, ils peuvent rester dans la même école. Et donc ça représente un point de repère pour eux.
C'est un lieu également de sociabilité essentiel à l'épanouissement de l'enfant pour construire son identité et le développement de ses compétences sociales. Mais pour ces enfants, il y a des difficultés supplémentaires pour accéder à l'école, notamment des refus de scolarisation qui sont basés sur des critères discriminatoires, comme par exemple l'obligation d'avoir un justificatif de domicile, ce qui est interdit en France, ou encore sur la situation administrative des personnes. Si les parents sont en situation administrative irrégulière, on ne peut pas refuser les enfants pour ces raisons-là. Et également, l'instabilité résidentielle, elle peut entraîner des ruptures dans le parcours scolaire des enfants et donc engendrer une vulnérabilité supplémentaire et une instabilité supplémentaire. Le lieu de vie des enfants, par la promiscuité, peut conduire également à des conditions défavorables à leur apprentissage. On peut tout à fait imaginer qu'un environnement bruyant n'est pas forcément propice aux apprentissages et qui peuvent favoriser la stigmatisation et les moqueries entre élèves, comme rapporte Jean-Paul, 14 ans. « Je ne veux pas que mes copains viennent chez moi, je ne veux pas qu'ils me prennent pour un extraterrestre. » Donc on peut voir ici dans ces paroles à quel point l'hébergement peut avoir un lien très fort aussi sur les relations sociales et comment les enfants peuvent se positionner avec leurs camarades. Maintenant, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que la prévalence des troubles de santé mentale chez l'enfant, elle est plus importante en France maintenant qu'il y a 20 ans? Donc je vous propose, ceux qui pensent que cette affirmation est vraie, de lever la main. Pour les autres, de laisser votre main baisser. Donc il y a une majorité d'entre vous qui pensent qu'il y a davantage de troubles de santé mentale en population générale chez l'enfant maintenant qu'il y a 20 ans. Et en réalité, on ne sait pas répondre à cette question. Par contre, c'est également pour ça que Santé publique France met en place l'étude ENABI qui permettra de répondre tous les 5 ans à cette question et permettra d'évaluer l'évolution ou non de la présence de ces troubles de santé mentale en population chez l'enfant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation d'une demande de prise en charge. Il y a une reconnaissance grandissante du bien-être comme enjeu de santé publique par les professionnels de santé, ainsi qu'une évolution du regard de la société par rapport à ces problématiques. Et donc, potentiellement, il y a une augmentation du pourcentage de patients diagnostiqués. Il y a peut-être également une augmentation des troubles, mais ça, il n'est pas encore possible de répondre à cette question. Je parle en dehors de la période du Covid-19, puisque cette période était très particulière et a permis de montrer aussi que les enfants étaient très résilients face à cette problématique. Donc, face aux expositions Covid-19, ils étaient très touchés, mais dès qu'on a rétabli la situation à la normale, il semble que ces enfants sont assez résilients. Parallèlement à une demande de soins en santé mentale en hausse chez les enfants et chez les adolescents, il y a une crise majeure de l'offre de soins en santé mentale pour les mineurs. Donc là, c'est les données qui ont été communiquées par l'Ordre des médecins, dans lesquelles on peut voir qu'en 2010, il y avait 3113 médecins compétents en pédopsychiatrie actifs, contre en 2022, 2039, soit une baisse de plus d'un tiers des effectifs. À cela s'ajoutent des inégalités territoriales qui sont très fortes au sein du territoire français, qui compliquent encore davantage l'accès aux soins en santé mentale des enfants. On peut prendre pour exemple le Loir-et-Cher, où aucun médecin compétent actif à exercer en pédopsychiatrie n'a été recensé. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui ont besoin de prise en charge dans ce département. Cette situation, elle ne semble pas en voie d'amélioration, puisque cette offre de soins, elle repose en grande partie sur des médecins habilités à la psychiatrie de l'enfant qui sont retraités. En 2022, il y avait un tiers, 36,4% des médecins actifs qui sont retraités encore en activité. Donc parmi ces chiffres, il y en a un tiers qui sont retraités. Et la moyenne d'âge, au 1er janvier 2022, des médecins actifs, c'est 64 ans pour les professionnels exerçants et 56 ans pour les actifs réguliers. Donc on peut s'imaginer que la situation dans les années à venir va devenir catastrophique. L'instabilité résidentielle des enfants sans domicile, c'est non seulement une source de stress, mais aussi un facteur qui favorise grandement les ruptures de prise en charge, puisque ça peut créer une discontinuité dans le parcours de soins. Moi, je connais davantage l'exemple en Ile-de-France, mais les personnes peuvent être bougées d'un hôtel à l'autre, qui peut se situer d'un département à l'autre, situé à plus de 2 heures
de déplacement l'un de l'autre. Donc on peut difficilement imaginer une continuité dans la prise en charge de soins, surtout si ces personnes n'ont pas de passe Navigo, par exemple, pour pouvoir se déplacer. Et également un allongement des délais qui sont déjà très longs pour une prise en charge en santé mentale. Et également pour certains, ce qui va conduire jusqu'à une rupture de soins totale. Le docteur Perret explique notamment que l'instabilité résidentielle est une double peine pour les enfants présentant des troubles de santé mentale. En effet, si l'on prend l'exemple d'un enfant souffrant de troubles de neurodéveloppement, ce dernier est déjà très sensible au changement, même minime. Le fait de changer de lieu de vie de façon récurrente va non seulement accroître son mal-être, mais aussi et surtout, s'il est suivi, avoir un impact sur son suivi psychologique. On voit aujourd'hui que l'offre de soins, elle repose sur deux secteurs, le secteur public et le secteur privé. Donc sur le secteur public, on est sur l'hôpital, les CMP infanto-juvéniles et les CMPP, qui sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie, mais dont le délai de prise en charge est extrêmement long, d'allant de 1 année, voire plusieurs années, même dans le cas d'urgence extrême. Et on sait très bien que pour les enfants, un retard d'1 an à 2 ans de prise en charge entraîne des conséquences qui sont dramatiques sur ses capacités à pouvoir se rétablir. En parallèle, il y a le secteur privé libéral, donc avec des consultations en pédopsychiatrie qui sont majoritairement conventionnées secteur 2, avec des dépassements d'honoraires qui restent majoritairement à la charge du patient et qui sont bien évidemment pour les familles en situation de précarité des frais auxquels ils ne peuvent pas faire face. Et les consultations chez les psychologues coûtent environ 60 € et sont non remboursées pour la plupart du temps. Donc on voit que ce secteur privé n'est pas quelque chose d'accessible pour les familles en situation d'exclusion par le logement. En parallèle de ces prises en charge, les professionnels nous ont également souligné l'importance de la prévention, notamment la prévention primaire. Comme le dit Bruno Falissard, la prévention primaire ne relève pas de la médecine. Cela consiste à lutter contre la violence, la précarité, l'exclusion. C'est de la politique et c'est indispensable. Donc on voit que prendre en charge la santé mentale, c'est également réaliser de la prévention primaire. Il y a également des actions qui pourraient être développées, notamment dans la PMI, les PMI, les protections materno-infantiles, qui ont développé un savoir-faire et des compétences dans l'accueil des familles les plus vulnérables, du fait de sa triple accessibilité, qu'elle soit financière, administrative ou territoriale, mais qui serait donc un levier potentiel pour la prévention. Cependant, ces structures sont complètement saturées et donc actuellement, ce n'est pas possible déjà pour les prises en charge de rajouter des missions supplémentaires pour ces PMI. L'école pourrait également constituer un facteur de protection lorsqu'elle consiste en ancrage, mais on sait également que la médecine scolaire est en difficulté actuellement. Et enfin, quelque chose qu'on porte très fort au SAMU social, c'est les missions d'aller vers, pour aller vers les publics les plus vulnérables. Et comme nous le dit Mélanie Kerlock, l'aller vers permet l'identification des personnes ayant de besoins de soins, car ils ne se présentent pas spontanément. On peut ensuite les amener vers le droit commun. La présence de médiateurs et d'interprètes dans la langue d'origine est très importante. Ils vont alors pouvoir accéder aux services de soins quand ils en ont besoin et donc permettre une orientation correcte, même en amont du soin. Donc on a pu voir à travers toute cette présentation qu'il y a eu des politiques publiques qui sont insuffisantes et cloisonnées, notamment des politiques d'hébergement, d'accès au logement, des politiques de santé qui sont non seulement insuffisantes, mais qui restent décorrélées les unes des autres, puisqu'elles travaillent chacune de leur côté, sans forcément travailler ensemble, alors qu'on sait que ces problématiques interagissent très fortement. Il y a une nécessité très importante de mettre en œuvre des politiques publiques intégrées qui se complètent et se renforcent mutuellement. Ensuite, les politiques d'hébergement et d'accès au logement, elles sont toujours pensées dans l'urgence, le provisoire et le court terme. Pourtant, ces enfants peuvent rester pendant des années et des années dans ces structures. Donc, on ne peut pas forcément parler d'urgence et de court terme pour ces enfants qui se développent dans ces situations. On maintient donc les enfants dans une certaine précarité, sans solution d'hébergement digne et durable, et en ne prenant pas en compte leurs besoins propices à l'exercice de leurs droits. Et enfin, les politiques de santé mentale sont insuffisantes et prennent peu en compte les besoins spécifiques des enfants sans domicile. Grâce à tout ce travail, nous avons émis des préconisations, donc ces 4 préconisations qui sont ici, qui commencent par promouvoir la santé mentale des enfants sans domicile en leur garantissant un environnement sûr,
bienveillants et stables, propices à leur développement, leur bien-être et l'exercice de leurs droits. Ensuite, améliorer la prévention et la détection des problèmes de santé mentale des enfants en renforçant les leviers existants, avec une attention spécifique à la situation des enfants sans domicile. Mieux prendre en charge les problèmes de santé mentale de tous les enfants, puisqu'on a vu que la pédopsychiatrie est en crise, en améliorant la qualité et la prise en charge de leurs besoins spécifiques dans les dispositifs. Et enfin, favoriser la transversalité et l'interconnaissance entre les secteurs de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, et celui de la santé mentale et de la pédiatrie. Tous ces résultats ils sont disponibles dans un rapport qui a été publié lors de la journée de la santé mentale et qui a été co-rédigé avec l'UNICEF et Santé publique France. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.